L'invité de ce Smart Impact, c'est Céline Xtalder. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes la directrice du SIAPRO. SIAPRO qui existe depuis. C'est la 3e édition, c'est ça? Alors oui, réellement c'est la 2e édition en mode complète, quoi. Complète, en mode Ouais. salon colocalisé avec le Salon international de l'agriculture. Ouais. Le SIAPRO a été lancé en 2024. C'était plus vraiment au sein du Salon international de l'agriculture, beaucoup de conférences qui s'adressaient au public professionnel et exclusivement professionnel. Là, c'est un salon à part entière. Et là, c'est un salon à part entière. Voilà, depuis 2025, c'est un salon à part entière qui vraiment est dédié uniquement aux professionnels du monde agricole. Le grand public ne pourra pas accéder. D'ailleurs, ne sera peut-être pas. C'est très technique. Donc voilà, c'est vraiment pour la cible agricultrice et agriculteurs. Quelles sont les ambitions d'un SIAPRO? Pourquoi il a fallu créer ce salon dans le salon, en quelque sorte, quoi? Exactement. Alors, en fait, le salon de l'agriculture que tous les Français connaissent, est un salon à majoritairement grand public qui accueille environ 600 000 visiteurs sur 9 jours chaque année. Mais dans ces 600 000 visiteurs, il y a environ 10% de visiteurs professionnels, donc vraiment issus du monde agricole, qui jusque-là venaient sur le salon de l'agriculture pour se retrouver entre eux, participer au concours, aller voir leurs interprofessions, leurs organismes. Néanmoins, voilà, il y avait, on souhaitait leur apporter quelque chose en plus, quelque chose pour réellement leur apporter des solutions très concrètes, un moment d'échange entre eux, parce que le monde agricole est confronté à de nombreux enjeux, aussi bien climatiques, de rentabilité, de diversification des agricultures. Et voilà, donc l'idée c'était de leur apporter autre chose pendant le salon de l'agriculture, sachant que le SIAPRO n'est que sur 3 jours, du 23 au 25, donc lundi, mardi et mercredi, en colocalisation du Salon de l'Agriculture. Voilà, si vous êtes professionnel de l'agriculture, n'oubliez pas, c'est du 23 au 25. Et alors, dans cette logique-là de service, d'assistance, d'aide, d'accompagnement des professionnels de l'agriculture, vous publiez pour la première fois un observatoire des tendances de l'innovation agricole, et vous le dévoilez d'ailleurs en exclusivité TV sur ce plateau, merci. 12 mutations majeures du secteur, on va en décliner quelques-unes. Pourquoi, déjà le principe, pourquoi il y a cet observatoire vous semble utile? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, donc c'était la première édition du SIAPRO en mode salon colocalisé, énormément de contenu, c'est à la fois une offre exposant avec une 50aine d'exposants et beaucoup de conférences, une 30aine de conférences, plus de 80 intervenants issus du monde agricole, qui sont là vraiment pour échanger sur des sujets très pragmatiques, très terre-à-terre, qui sont comment améliorer la rentabilité de mon exploitation, comment me diversifier face aux contraintes climatiques, les différentes transitions, tout ce qui est autour de l'innovation, mais tout en produisant toujours plus, mais mieux, avec les contraintes environnementales, et puis également tout ce qui est transmission agricole, mieux vivre dans mon territoire, mieux faire supporter les projets agricoles par les autorités, etc. Donc ça, c'est le SIAPRO, c'est beaucoup de contenu, beaucoup de conférences, des exposants qui sont liés à ces thématiques-là et uniquement à ces thématiques-là, des services, des énergies. Et donc cet observatoire, pourquoi vous avez ressenti le besoin d'un observatoire en plus? Exactement. En fait, cette année, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus? C'est un lieu d'échange pendant 3 jours où les gens échangent, témoignent, se donnent beaucoup de conseils. Et on s'est dit, on pourrait apporter en plus un document synthétique qu'on a donc appelé l'Observatoire des tendances de l'innovation agricole. Sur lesquels on a fait plancher tout un tas d'experts du domaine. Et l'idée, c'est de sortir cet observatoire qui sortira d'ailleurs demain, en avant-première, qui sera bien sûr diffusé largement avant, pendant et après le salon. Et l'idée, c'était d'apporter un complément, en plus de ce que les visiteurs vont trouver pendant le salon, avoir un document qui va vivre, d'ailleurs, qu'on va remettre à jour chaque année, soit sur les mêmes tendances qui évoluent, soit sur de nouvelles tendances qui émergeront. Donc voilà, c'était un complément, apporter encore plus de solutions. Alors 12 mutations, on ne va pas toutes les décliner, on va en prendre quelques-unes, notamment sur la diversification, ce que vous appelez les diversifications para-agricoles. Alors, on peut faire une petite liste, il y a quoi dans ces diversifications? Alors là, c'est très lié à comment je peux
peux améliorer la rentabilité de mon exploitation. Et donc, on le voit à travers un agriculteur, il peut maintenant faire d'autres activités que son propre métier d'agriculteur. Et donc, il peut, dans son hangar, stocker des biens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Il peut faire partie des plateformes de livraison de gros colis. Et donc du tourisme. Et le tourisme, bien sûr, qui existe déjà depuis de nombreuses années, mais qui se développe. Et voilà, c'est comment, en plus de mon métier d'agricultrice ou d'agriculteur, je peux avoir une nouvelle activité qui me permet d'améliorer mes revenus. Avec beaucoup d'enjeux climatiques, évidemment. Je vous propose cette infographie sur les liens entre dérèglement climatique et agriculture. En France, l'impact des aléas climatiques représente une perte moyenne de plus de 20% de la production agricole sur les 3 dernières années. Et si on regarde un peu en détail, parmi les plus sévèrement touchés, 57% des viticulteurs, on va parler de vin dans un instant, et 56% des arboriculteurs maraîchers qui déclarent avoir perdu plus de 30% de leur production. Évidemment, ils ne restent pas inertes, les agriculteurs, face à ces dérèglements climatiques, avec notamment des cultures alternatives. Oui. Alors là aussi, on est en plein dans l'innovation. C'est de quelle culture on parle? Alors là, on parle vraiment de diversification des cultures. On l'observe sur différents types d'exploitation, mais notamment en viticulture, où les viticulteurs ont été confrontés à de nombreux aléas climatiques, une déconsommation du vin, et donc ils cherchent à se diversifier et de lancer de nouvelles cultures qui sont plus source de revenus actuellement, comme le bambou, la pistache, la grenade. Le bambou. Exactement. Donc vraiment des nouvelles cultures qu'on n'avait pas forcément en France. Ils sont adaptés à un climat peut-être plus chaud aussi dans certaines régions. Mais avec les changements climatiques. Donc c'est plutôt dans le sud, effectivement, de la France qu'on remarque ça. Mais voilà, ça permet de générer des revenus complémentaires là où il y a on parle beaucoup d'arrachage de vignes, etc. Voilà. Et donc il y a toute une thématique sur l'observatoire là-dessus, en se disant, est-ce que ce sont des agricultures qui sont aujourd'hui de niche? Est-ce qu'elles vont continuer à être de niche? Ou au contraire, est-ce que ça va se développer de manière plus massive? Oui, c'est un moyen de diversifier aussi ses débouchés, parce qu'on voit il y a une dépendance, c'est logique, aux consommateurs, au changement de mode de consommation. Exactement, c'est vraiment pour pouvoir, quand un marché va mal, pouvoir proposer autre chose et vendre autre chose. Oui, tout à fait. Alors, on parlait de la vigne, la vigne avec cette formule que j'aime bien, dans le raisin tout est bien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des coproduits, ce qu'on appelle les coproduits du raisin. Avant, on considérait que c'était des déchets. Et alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces coproduits? Alors, moi-même, j'ai découvert pas mal de choses en lisant l'Observatoire sur ce thème-là. Mais c'est vrai que voilà, le monde viticole vit des heures un petit peu compliquées. Oui, parce que la consommation mondiale de vin, elle baisse régulièrement depuis des années. Exactement. Et beaucoup d'aléas climatiques aussi, donc ils ont toujours connu, mais c'est vrai qu'il y a eu une conjonction de facteurs un peu difficiles. Et donc, on sait qu'avec le raisin, on peut faire d'autres choses. Beaucoup de monde connaissent tout ce qui est cosmétique à base de raisin. Il y a des grandes marques qui sont connues. Mais voilà, en fait, il y a d'autres coproduits issus du raisin qui peuvent être, par exemple, du cuir végétal ou, encore plus étonnant, qui peuvent aider à la fabrication des tableaux de bord automobiles. Donc, voilà. Pour ça, effectivement, quand on se balade au milieu des vignes, on ne soupçonne pas forcément que ce débouché est possible. On va parler encore d'innovation et peut-être de bien-être animal. C'est vrai que c'est une thématique qui est très souvent mise en avant et souvent sur un mode très critique vis-à-vis du monde agricole. L'intelligence artificielle, c'est l'un des chapitres de cet observatoire, l'intelligence artificielle au service du bien-être animal. Quelle tendance vous détectez dans la matière? Là, pour le coup, c'est vraiment, on parle d'innovation technologique, de robotique, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'applications qui peuvent vraiment aider à la fois l'éleveur dans son travail, améliorer ses conditions de travail, tout en améliorant les conditions pour le bien-être animal, parce qu'évidemment, il faut être très vigilant sur ce sujet-là, et en améliorant la productivité. Donc voilà, on voit l'émergence. Détection de maladies, par exemple. L'IA peut permettre d'être plus efficace. Tout à fait, ouais. Sur les maladies, sur tout ce qui est matériel de traite très robotisé aussi. Enfin voilà, oui, tout à fait. Ouais, je discutais récemment avec Christiane Lambert, l'ancienne présidente de la FNSEA, qui disait qu'il y avait notamment des capteurs qui permettaient maintenant de se lever exactement au bon moment quand une vache va véler, par exemple, et pas forcément de veiller toute la nuit. Enfin bon, ça fait partie des exemples, là, en vous écoutant, qui me reviennent. Tiens, un dernier thème, l'autoconsommation énergétique collective. Alors, ça ne concerne pas seulement le secteur agricole, on en a déjà parlé ici, mais comment ça s'applique
s'applique aux professionnels de l'agriculture? Alors, il y a différentes solutions. On voit bien sûr depuis de nombreuses années de plus en plus de panneaux photovoltaïques installés sur les exploitations. Donc là, il est vraiment question de cela. Les panneaux solaires, les unités de méthanisation aussi qui permettent de fabriquer du gaz et de le revendre. Et donc l'idée, c'est vraiment un vrai développement de toutes ces solutions qui permettent à la fois à l'agriculteur de devenir autonome de manière énergétique, mais également de revendre son électricité, son gaz et d'améliorer toujours son... Et c'est souvent, pour avoir participé à pas mal d'événements liés à l'agriculture, il y a cette question du cap. Ça permet aux agriculteurs de sécuriser leurs revenus, enfin d'avoir une vision de ce que seront leurs revenus sur le long terme, c'est ça? Oui, exactement. Et d'avoir déjà moins de frais sur leur exploitation, parce que les dépenses énergétiques peuvent être colossales sur une exploitation. Ouais. Et effectivement, de produire, en plus des produits issus de l'agriculture, de produire de l'électricité, de l'énergie. Voilà. Merci beaucoup, Céline Xalter. Et bon Siapro, donc c'est du 23 au 25 février, avec donc cet observatoire des tendances de l'innovation agricole 2026 que vous venez de découvrir en exclu télé sur Be Smart for Change. Merci encore. On passe à notre débat, les nouveaux géants de la transition énergétique.